Suivez désormais sur Congo Web Télévision Web Presse. Web Presse est une émission de débat avec pour invité seuls les journalistes. Analyse et décryptage, bref, toute l'actualité au crible. Retrouvez Paulette Kimuntu Kimpiob avec Web Presse chaque mercredi à 20h et en rediffusion le jeudi à 9h. Web Presse, bien comprendre chez vous. Très heureuse une fois de plus, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour cette édition de Web Presse. Comme d'habitude, nous recevons des journalistes avec lesquels nous analysons les différents thèmes d'actualité. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir des éminents confrères comme d'habitude. Je suis avec Benjamin Yogolelo du journal La Colombe. J'allais dire la référence plus, c'est vraiment la référence de la référence plus, mais il n'est plus là-bas. Donc c'est Yogolelo de La Colombe, Élisée Odia de Congo Web Télévision et évidemment Ambroise Mamba, mon collègue de tous les jours de Congo Web. Alors avec eux, nous allons débattre de 4 grands thèmes. Si on a vraiment le temps, nous allons parler du rapport final de la mission d'observation électorale de l'Union européenne par rapport évidemment aux élections qui se sont déroulées le 28 novembre dernier en République démocratique du Congo. La guerre pour l'accession à la primature, la situation au Kivu, on prend le Kivu en général, le Grand Kivu, et évidemment la situation au Mali. Voilà, donc la première question par rapport au rapport final de la mission d'observation électorale, je l'adresse à Élisée Odia. Nous l'appelons affectueusement Maman Séni, donc je vais attaquer avec elle. Alors, Maman Élisée Odia, bonjour. Madame Odia, bonjour. Très heureuse d'être parmi nous. Alors, comme vous le savez, la mission européenne d'observation a déposé son rapport, a donné son rapport à la presse et aux différentes autorités, mais il a aussi recommandé, il a donné plusieurs recommandations, comme la réforme de la CENI, la révision du fichier électoral, le respect de la loi électorale. Il y en a beaucoup, nous allons décortiquer toutes ces recommandations. Alors la toute première question, Madame Élisée Odia, à qui s'adressent ces recommandations? Je peux l'échelonner, ça s'adresse, selon moi, ça s'adresse d'abord au gouvernement congolais. Il ne faut pas oublier que ce rapport fait suite aux dernières élections, bien entendu, du 28 novembre dernier, législatives et présidentielles. Mais également, c'est un rapport qui s'adresse plus particulièrement à la CENI et un rapport qui s'adresse enfin à la population congolaise. Donc il y en a un peu pour tout le monde, c'est un rapport où il y a eu cette distribution, tout le monde, en tout cas le Congo, ça s'adresse à la RDC et chacun dans son comportement peut y arriver à tirer quelque chose. Alors Benjamin Yogolelo, donc on somme l'échec est collégial. Disons que l'échec est partiellement de la CENI, parce que la CENI, c'est elle l'institution qui a organisé les élections dans notre pays. Mais l'échec également du gouvernement, parce que, comme ma consoeur l'a dit tout à l'heure, il y a une recommandation qui est adressée au gouvernement. Mais je voudrais parler de partiellement, parce que je me dis que ces élections, à mon avis, tout n'a pas été que négatif. Je me dis qu'il y a eu le respect, par exemple, des échéances. Il y a eu tout de même des résultats auxquels les élections sont arrivées, et des résultats qui, dans d'autres rapports d'évaluation d'élections ont été qualifiés d'acceptables. En tout cas, on ne remet pas en question les derniers résultats. C'est pourquoi je me dis que tout n'est pas totalement mauvais, même si, dans ce qui est dit, même si le rapport de la mission de l'Union européenne formule des recommandations, qui est tout à fait normal, mais je voudrais relever le fait déjà que dans ce rapport, il est dit que les observateurs de la mission de l'Union européenne n'ont pas été dans tous les bureaux de vote dans notre pays, ce qui enlève quelque peu une certaine qualité dans ce rapport, du travail qui a été fait par ce rapport. Parce que j'aurais voulu, moi, que les observateurs de l'Union européenne puissent aller dans tout le rapport, dans tout le pays. L'Union européenne, c'est même une puissance. Ce n'est pas les moyens financiers, je pense, qui m'en auraient manqué à l'Union européenne pour qu'ils aillent dans tous les bureaux de vote à travers toutes les provinces et avoir un rapport beaucoup plus complet.
Je crois que c'est l'une peut-être d'observation que nous pouvons, que moi en tout cas je formule par rapport à ce rapport d'évaluation de l'Union européenne jusqu'à cet instant tout au moins. Ambroise Mamba, donc pour vous ce rapport est pas crédible à 100% parce que, comme l'a dit Benjamin Yogolelo, les observateurs ne sont pas descendus partout en RDC. Bon, moi je pense que les observateurs de l'Union européenne ont fait leur travail. Même s'ils n'ont pas été, ce qui n'est d'ailleurs même pas possible, qu'on soit à travers tout le pays, les coins et recoins du pays. Mais au Sénégal, ils l'ont fait, si je ne me trompe pas. Les élections. On ne peut pas être partout, c'est pas possible. Je pense qu'on s'est fait une idée des lieux où on a été. Et par rapport à ce qu'on observe sur place, on s'est fait une idée des lieux qu'on n'a pas pu... les dont on n'a pas pu accéder. Et je pense que c'est sur le plan là que l'Union européenne a pu dégager cette conclusion pour dire par exemple que les résultats ne sont pas crédibles parce que les problèmes de compilation, l'observation, c'est pas seulement donné à l'Union européenne, même sur le plan interne. On sait ce qui s'est passé dans les centres de compilation. Ça, c'est pas donné seulement à l'Union européenne pour qu'on nous dise non, écoutez, il y a eu des PV qui étaient perdus, il y a eu des fiches qui étaient pratiquement écartées, tout ça. Mais on le sait, ça s'est passé comme ça. Mais le plus important ici, c'est qu'on parle des recommandations parce que je m'imagine par exemple que quand l'Union européenne parle de la recomposition de la CENI, la réforme du bureau de la CENI, elle s'adresse à la classe politique congolaise. Et parce que le bureau de la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale, ce sont des personnalités qui ont été désignées là-bas avant d'être investies par le chef de l'État. Et c'est là qu'effectivement, si on installe un bureau définitif, il faudrait que la question soit débattue au niveau de l'Assemblée nationale pour voir comment il faut recomposer ce bureau de la CENI et voir s'il y a la possibilité de pouvoir intégrer la société civile. Si on intègre la société civile, là on sera même obligé de pouvoir réexaminer la loi ou bien modifier la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et ça c'est le plus important. Mais par rapport à l'audit du fichier électoral, comme on le dit, ça c'est à la CENI. Mon confrère Benjamin a semblé dire que l'échec est partiellement la CENI, mais moi je dis que l'échec est totalement de la CENI parce que c'est l'organe qui a organisé les élections. Et les membres du bureau, ce sont des personnalités indépendantes. Et ces personnalités indépendantes devaient effectivement faire que tout... se passe normalement. L'autre partie, Benjamin la donne à qui, par exemple? Au gouvernement. Le gouvernement a donné des moyens, c'est ce que le gouvernement pouvait faire. Mais par rapport au centre de compilation, les bulletins de vote qui n'ont pas été sécurisés, qui ont été distribués comme des petits pains, ainsi de suite, tout ça, ça relève de la compétence de la CENI. Et quant à dire que c'est un échec partiel, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, vous pouvez rebondir par rapport à ça? Je rebondis à ce que vient de dire Ambroise. Je crois qu'il dit une chose et son contraire. Quand on dit l'échec est partagé, je crois, entre la classe politique, entre la centrale électorale, entre le gouvernement. Je me dis que c'est au fait ça le problème avec le Congolais. Si on échoue, c'est parce que l'autre n'a pas bien fait son travail. Non, pas nécessairement. C'est-à-dire, dans tous les compartiments de la RDC, il y a eu des abus, il y a eu des carences. Au niveau du gouvernement, on commence déjà au niveau de l'Assemblée nationale. N'oubliez pas que cette CENI a été installée à quelques mois seulement des élections. Nous sommes au mois d'avril. Pendant tout ce temps, que faisait cette classe politique? Envoyé. Tout est parti de là et là la CENI qui revient et qui dit, il y avait d'un côté des gens qui disaient non, il faut le respect de délai. Ils étaient butés à de nombreuses difficultés, à l'intransigeance de certains membres de la classe politique, c'est-à-dire c'est le 28 novembre ou rien. C'est-à-dire il y a eu ça, c'est-à-dire la centrale électorale se sentit un peu coincée par rapport au temps. Et voilà pourquoi on dit les responsabilités à ce niveau sont un peu partagées. C'est vrai qu'il y a de nombreuses failles à relever au niveau de la CENI parce que c'était la première fois que la RDC organisait, prenant en charge ces élections avec une CENI totalement indépendante, en tout cas avec des gens qu'on pense être indépendants, même s'ils sont issus, il faut qu'on se le dise quand même, des partis politiques. Déjà, il y a eu des problèmes au niveau de choix de ces membres de la CENI. Quoi qu'il en soit, chacun, à partir de ces recommandations, moi je dis, c'est une façon un peu polie aussi de ce genre de parler des recommandations. Tout le monde sait que ce ne sont pas des recommandations, mais en fait, ce sont des exigences de la communauté internationale. Pour crédibiliser un peu les prochaines élections. Ce sont des exigences, c'est-à-dire on veut bien vous accompagner pour le prochain scrutin, mais à condition de respecter tout ça. Ce sont les mêmes paroles. Si vous vous souvenez bien, ce sont les mêmes recommandations qu'a ramené Didier Reynders ici lors de son séjour en RDC. Quelques jours après, c'est Marianne Edelcheva qui revient
revient pour dire que la communauté internationale est unanimement conscient que non, on veut bien soutenir la RDC, mais à condition, ce sont, moi je dis recommandations, oui, mais c'est une façon un peu polie pour cette communauté internationale. Mais dire exigence, carrément. Vous êtes obligé de suivre. Alors, parmi ces exigences, Benjamin Yogolelo, il y a la mise en place d'une cour constitutionnelle. Oui. Donc, la Cour suprême n'a pas fait exactement son travail. Quelle est la différence entre la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, alors? Au fait, pour le moment, notre Cour suprême de justice joue le rôle de Cour constitutionnelle. Et tel que les choses se passent au niveau de la Cour suprême, moi j'ai eu à couvrir les différentes audiences en matière de contentieux électoral, je me dis que nos juges de la Cour suprême, ils font correctement leur travail. Je suis en train de constater plutôt, c'est dans le chef des acteurs politiques, dans le chef de tous ceux qui sont impliqués dans le processus électoral qu'il y a beaucoup de faiblesses. Qu'est-ce que j'ai découvert au cours des audiences à la Cour suprême de justice? C'est le fait que beaucoup d'acteurs politiques, et c'est là où je parlais de la responsabilité qui est partielle de la CENI, je voulais relever le fait que la responsabilité est aussi partielle de la part des hommes politiques. Qu'est-ce que j'ai constaté là aux audiences de la Cour suprême de justice? C'est qu'il y a des hommes politiques qui ne maîtrisent même pas la loi électorale. Ils ne maîtrisent pas le contenu. J'ai vu des gens qui vont à l'audience, mais ils n'ont pas qualité d'aller porter plainte au niveau de la Cour suprême de justice. Alors, comment voulez-vous que vous puissiez entrer dans un système, dans un ensemble de forces où vous ne savez pas le rôle qui est le vôtre? Et ce rôle-là, les acteurs politiques, c'est là où je me dis que les acteurs politiques ont un rôle à jouer, ils n'ont pas su le jouer dès la publication de la loi électorale jusqu'à la publication des résultats. Et ça, c'est un fait, une faiblesse de la part de notre classe politique. Donc, tout n'est pas de la faute de la CENI, d'où je parlais de la faute partielle, tout n'est pas de la faute de la CENI, mais également des acteurs politiques, mais aussi du gouvernement qui est un acteur. Et c'est ça que je voulais relever, que la responsabilité qui est établie, heureusement que ma consoeur l'a dit, la responsabilité qui est établie, quand on lit les recommandations de l'Union européenne, la responsabilité, elle doit être partagée entre les différents acteurs, et même les Occidentaux eux-mêmes. Il y a eu beaucoup de promesses de la part des puissances occidentales, des partenaires bilatéraux comme multilatéraux de la RDC pour pouvoir appuyer la RDC pour les élections. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Que cela a traîné jusqu'à ce que le gouvernement de la République puisse prendre sa responsabilité et de financer comme il a fait. Donc, moi je me dis que dans le cadre d'un partenariat qui se veut respectueux des engagements, les partenaires bilatéraux et multilatéraux de notre pays auraient dû accorder ce financement depuis longtemps. Cela a eu un impact sur le calendrier. La RDC a dû prendre en charge financièrement, matériellement, le gros des dépenses liées à ce processus. Et nous avons eu les conséquences qui se sont ressenties. Donc, moi, je me dis que je continue à croire que la responsabilité, elle est partagée. Même si l'on peut peut-être accorder 60% de responsabilité à la CENI, mais les autres acteurs ne sont pas négligés. On pense, Mamado, qu'il y a chance que les prochaines élections soient meilleures. Ce qui ne nous reste pas par rapport à toutes ces recommandations. Encore faudra-t-il que la Commission électorale nationale indépendante accepte les recommandations des observateurs. Parce que là, on demande par exemple la révision du fichier électoral. Est-ce que la CENI va le faire? Vous savez, il faut mettre tout le monde en confiance. L'UDPS a réclamé l'audit du fichier électoral, ce qui n'a pas été fait. Au Sénégal, ça a été fait. On a audité le fichier électoral. Ça a mis les acteurs politiques en confiance. Et ici, chez nous, on demande la révision du fichier électoral. Là, on va poser un problème des moyens. Il faudra encore des moyens. Et je pense que la Belgique, par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, a dit « Nous avons 3 millions d'euros et pourvu qu'on puisse améliorer les processus de compilation des résultats, ainsi de suite, la réforme du bureau de la CENI, pour qu'on vous donne de l'argent. » Je pense que ça fait aussi partie des recommandations, si on accepte d'auditer ou bien de revoir le fichier électoral, et comme ça, on peut garantir les prochains scrutins, et c'est les plus importants. Mais si la CENI, le bureau n'est pas réformé, le bureau n'est pas recomposé, ça dépend de ce à quoi on veut arriver. Ngoï Mulunda nous avait promis la fois passée les VSAT, mais qui n'a pas pu utiliser. C'est peut-être parce qu'il savait où il allait avec le pays.
Et par rapport aux élections provinciales, on peut se poser la question de savoir où il veut aller avec ces élections, où il veut aller avec ce pays. S'il veut du sérieux, je pense qu'il va accepter qu'on puisse arriver à le fichier, qu'effectivement on puisse Madame Élisée, vous croyez que puisse avoir des scrutins un peu plus crédibles. Vous croyez qu'avec le changement à la tête de la CENI, les choses vont aller mieux? Moi, je crois que tout dépend de la volonté. La CENI, comme on a eu à le dire, est l'émanation de la classe politique congolaise. C'est-à-dire, la CENI, on peut dire que la CENI n'a fait que ce que la classe politique congolaise lui demandait de faire. Alors aujourd'hui, on demande la restructuration de la CENI qui, encore une fois de plus, sera faite par le Parlement. Ça sera encore une suite, ça sera donc de l'émanation, ça dépend de ce que les nouveaux élus feront de ces recommandations. Donc tout dépend encore de la classe politique congolaise. Voilà pourquoi moi je refuse, en tout cas je ne me permets pas de rejeter toute la faute à la CENI, mais je mets une grande partie de responsabilité ou de l'échec, il faut qu'on se leurre. C'est l'échec, il est total. Il faut qu'on se dise qu'il y a eu échec quand même de ces élections. Si échec il y a de ces élections, c'est en grande partie à cause de la classe politique congolaise qui doit se remettre en cause. Alors là, ils ont une opportunité, on demande la restructuration de la CENI. Comme j'ai eu à le dire, c'est pas une recommandation au sens le plus noble. Non, c'est une des exigences. C'est-à-dire, vous n'avez plus d'argent. Tout le monde sait que la CENI n'a plus le moyen d'organiser des élections des élections provinciales locales. Maintenant, on doit faire recours aux partenaires extérieurs qui étaient du reste là toujours avec la CENI. On veut bien vous donner l'argent, mais à condition de remplir toutes ces exigences. Et là encore, on fait appel à la classe politique. Tous les prochains scrutins dépendent de ce que la classe politique voudra faire. De ces différentes recommandations, vous avez la Cour constitutionnelle. J'ai entendu mon frère parler de cette Cour, que la Cour suprême faisait bien son travail. Je dis ok, mais si on exige la mise en place d'une Cour suprême, d'une Cour constitutionnelle, c'est parce qu'on a envie d'avoir à la tête de cette Cour des gens experts en la matière. Qu'est-ce qu'on retrouve à la Cour suprême? J'ai eu, excusez-moi Paulette, à participer à une conférence interrégionale et où la RDC s'est fait interpeller par le représentant de l'Union européenne ici à cause de l'interprétation d'un article de la Constitution sur l'abolition de la peine de mort. C'est-à-dire même au niveau de la Cour suprême, on se trouve buté, on se retrouve avec tout juriste aujourd'hui se trouve en train d'interpréter la Constitution. On ne sait plus qui. Pourtant, il faut des spécialistes pour interpréter la Constitution. Alors, si cela fait partie des exigences de ce rapport final, c'est parce qu'on veut retrouver à la tête de cette Cour des gens qualifiés, compétents, capables d'interpréter en bonne et due forme la Constitution de pays. Et ce n'est pas facilement quand vous suivez les recommandations, vous avez la mise en place d'une course suivie justement juste après de la révision de la composition de la CENI par le Parlement, puis de l'audit du fichier d'abord. Il faut qu'il y ait révision. La révision de la composition de la CENI. De cette révision dépendra l'audit du fichier électoral. Tout se suit, c'est une suite logique. Pour ajouter à ce qu'Élisée a dit, effectivement, la classe politique a une responsabilité parce que là, il y a d'abord une responsabilité en amont par rapport à la mise en place du bureau de la CENI. On a vu les politiciens. D'ailleurs, pour mettre en place ces bureaux, c'était vraiment difficile parce qu'il y avait des manœuvres politiciennes qui avaient tiré les choses en longueur. Et là, effectivement, ça dépend de ce que veulent nos politiciens. Parce qu'au Sénégal, il y a une commission électorale autonome. Il faut une commission électorale autonome. Mais ici, la commission électorale nationale indépendante est indépendante à la bouche, peut-être sur papier, mais pas en pratique. Et là, on trouve seulement qu'il y a des gens qui veulent servir leur camp parce qu'ils ont été désignés par les familles politiques, ainsi de suite. Mais par rapport à la Cour constitutionnelle, je pense que le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et le fonctionnement de la Cour suprême de justice, c'est vraiment différent. Même la composition de la Cour constitutionnelle, c'est vraiment différent. Là, il y a un peu de crédibilité au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est la Cour qui est chargée de pouvoir... Et qui va composer cette Cour constitutionnelle? Ce sera des experts en droit constitutionnel ou des juges? La loi est claire à ce niveau-là par rapport à la composition. Nous avons nos lois à nous, Paulette. Et moi, je voudrais laisser à mes consoeurs et confrères la liberté d'apporter un jugement quelque peu négatif sur la prestation des magistrats de la haute cour. Je ne sais pas s'il y a une étude qui a été menée, qui a évalué le travail des cerveaux magistrats, parce que j'ai comme l'impression que nous avons versé dans cette évaluation déjà de nos magistrats. Moi, je voudrais qu'on soit un peu plus prudent tout de même. Quand on regarde, moi, je voudrais que vraiment nous évitions les jugements de valeur sur la qualité, la prestation du travail de ces hauts magistrats.
quand vous regardez le cursus des magistrats qui sont là, ce sont des juges qui ont fait toute leur carrière dans nos cours et tribunaux. Ils ont eu une longue expérience et qui est émaillée donc visiblement de la maîtrise des textes. Quand on les entend juger, moi j'ai eu assisté à différentes audiences, j'ai vu c'est la part de ces gens qui se présentent, ceux qui portent plainte et ceux qui sont accusés, qu'on sent une faiblesse dans la maîtrise même de nos propres lois. Ce n'est pas de la part essentiellement des juges que le problème se pose. En somme, la responsabilité de l'échec est tout à fait partagée. Parmi une des recommandations, parce que là, c'est le temps, parmi une des recommandations, je vois la limitation du nombre des candidatures à la députation nationale et provinciale. Je crois que c'était un des problèmes. 18 000 candidats, c'était quand même trop, et c'est ça qui a posé aussi problème, Madame Élisée. Oui, on l'a toujours dit, nous, dans nos journaux, c'est-à-dire tout est parti de la législature de 2006. Voilà. Quelle image ces députés de 2006 ont donné à la population congolaise? C'est l'image des gens qui sont venus pour s'enrichir. C'est l'image de gens, c'est ça en fait l'image qu'ils ont renvoyée, c'est-à-dire avoir l'argent facile, avoir les véhicules, les émus, avoir une belle vie facile. Voilà. Et consécutivement à ça, les gens, on a vu le nombre des candidatures doubler en 2011. Même triplé, je crois. Triplé, c'est-à-dire on a vu des gens, excusez-moi, on ne se permet pas de porter des jugements de valeur, sans compétence, des gens qu'on reconnaît dans tel ou tel autre domaine, dire chancelo ou pamba, on peut y aller, nous aussi, c'est notre temps, faire notre... C'est en fait ça. Et je me dis, tout est parti aussi au niveau de texte, je ne sais pas si de la loi électorale, où on n'a pas bien spécifié, on n'a pas bien déterminé les critères d'une personne qui peut être candidat. Tout est parti de là. Du moment où il n'y a pas eu un critère bien déterminé, la raison c'était on doit donner la chance à tout le monde, mais attendez, c'est pas tout le monde qui est appelé à occuper quand même les hautes fonctions du pays. Il faut quand même qu'on ait des critères, et à partir de là, je crois que l'idée est venue de là, il faut des critères pour des personnes qui sont appelées à diriger le pays. Et ça sert aussi d'exemple. Aujourd'hui, tu peux retrouver des enfants qui ne t'étudient pas parce qu'ils te diront non mais j'ai vu tel qui n'a pas fait telles études mais qui pourtant se retrouve au palais du peuple. J'ai vu tel qui n'a pas fait tel cursus comme moi qui se retrouvait. C'est quel exemple qu'on donne? C'est-à-dire, c'est une bonne recommandation. La RDC, aujourd'hui plus que jamais, a besoin qu'il y ait vraiment des critères bien définis, quitte à la longue peut-être de venir un peu l'élargir ou l'étendre, mais actuellement là, on a besoin de repères, on a besoin des exemples, et ces exemples-là ne pourront venir que par la détermination d'un certain nombre de critères pour ajouter un peu, je pense que la recommandation, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la recommandation en ce qui concerne la limitation du nombre des candidats députés nationaux. Je ne suis pas tout à fait d'accord. On a vu les conséquences, M. Ambroise Mamba, 18 000 candidats, c'est trop. Élysée parle effectivement à la fois de la limitation du nombre de candidats, mais également des critères en ce qui concerne les candidats. Et je pense que par rapport aux critères, c'est un problème interne. Il faut qu'effectivement, au niveau de la classe politique, qu'on réfléchisse par rapport à la question, que les partis politiques sachent qui faire passer pour candidat député par rapport à ses études. Mais la CENI peut mettre un quota et dit par exemple 5 000 candidats, on s'arrête là. Mais en ce qui concerne le nombre de candidats, je ne pense pas que ce soit possible parce que le pluralisme politique intégral a été conféré déjà au pays. Ça veut dire que nous avons beaucoup de partis politiques et tous ces partis sont dans la course électorale. Mais ce que moi je n'ai pas pu encourager par rapport aux élections de 2011, c'est le fait qu'il y a des partis qui ont créé des partis satellites, qui n'ont existé que des noms et non sur terrain. Les PPPD, les AAA, les DDD, les CCCC. Qui ont existé que sur terrain, on ne connaît pas ces partis politiques. On a compris l'objectif visé par ces partis qui ont créé ces partis satellites. Le PPRD pour ne pas les citer, parce que le PPRD a organisé dernièrement un séminaire avec tous ces députés de l'Assemblée nationale. On a vu même les députés des AAA, les députés du PPPD, donc qui se font faire passer pour les partis du PPRD. On a compris directement que c'est le PPRD qui avait créé ces partis satellites. Et pas l'opposition, il ne faut pas jeter la pierre aux autres. La majorité au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui n'est pas encouragé. J'ai pas rapport au nombre de limites. Je voudrais dire ici qu'il y a des lois qui sont dans notre pays. Et aussi longtemps que les acteurs respectent les dispositions de ce loi-là, mais je crois que tout est jouable. Quand on parle des critères, mais la loi électorale, elle est assez. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi électorale, par rapport aux critères? Il y a par exemple le critère d'âge, il y a le critère de niveau d'instruction. Et ces deux critères, notamment, ils éliminent déjà beaucoup de Congolais. Nous sommes à peu près à 70 millions de Congolais. Ceux qui peuvent
pouvaient participer départ ces critères-là, mais beaucoup de Congolais ont été déjà éliminés. Et moi, je me dis que le nombre qu'on a eu là, est-ce que c'est le nombre qui fait problème? D'où la recommandation qui est celle de la mission de l'Union européenne, voulant nous amener absolument à limiter. Mais est-ce que c'est le nombre de candidats qui a fait problème, ou bien c'est la manière dont le processus a été mené qui fait problème? Deuxièmement, le problème de la loi, en ce qui concerne les partis politiques. Mais nous avons une loi qui gère les partis politiques dans notre pays. Mais si les acteurs politiques respectent cette loi-là, ces dispositions-là, mais où est le problème? Si tel acteur a eu comme stratégie, parce qu'en fait la politique, comme quelqu'un me disait, c'est pas l'église, c'est de savoir comment mener une stratégie, et cette stratégie-là n'est pas gagner le pouvoir illégale. Je ne comprends pas pourquoi on s'en prend à tel acteur ou tel autre. À l'époque de Mobutu, on avait parlé des partis alimentaires. Même à cette époque-là, les gens ont oublié que, au fait, les partis alimentaires, là, ce n'est pas des partis qui étaient illégaux. Ils respectaient les lois, mais c'est dans la stratégie de pouvoir faire la politique où les gens se plaignaient. Mais quand vous entrez en politique, mais ce n'est pas l'église là-bas. Juste rajouter quelque chose, je voulais dire par rapport à ce thème, à ce sujet, en fait, cette recommandation, je me dis, comment on peut dire, la limitation. Non, le manque d'illimitation de ces candidatures a conduit à influer sur la manière de l'organisation des élections. C'est-à-dire, s'ils sont arrivés à cette conclusion, c'est que quelque part, cette façon un peu démesurée, c'est-à-dire ces candidatures un peu illimitées des candidats aux législatives nationales, a influé même dans l'organisation. Excusez-moi, on n'est pas le premier pays démocratique. Vous en connaissez-vous des pays où il y a eu 18 000 candidats, 365 candidats? C'est pas ça, je dis, s'ils sont arrivés à cette conclusion, à cette recommandation, c'est parce que ces nombres un peu exagérés. Mais la question que moi je me pose, Élisée, la question que moi sur la manière et l'organisation, on se retrouve avec des bulletins énormes, d'autres ne retrouvant pas leurs photos sur des... C'était tout ça, c'est-à-dire le nombre illimité des candidats a influé également dans l'organisation et dans la manière de préparer ces élections. Je me pose une question de savoir si on limitait par exemple le nombre de candidats, on suppose 5000 candidatures par exemple. Ça je pose la question de savoir, on va demander à chaque parti de déposer combien de dossiers, combien de candidatures. En 2006, il y a pas eu stratégie pour un nombre élevé d'acteurs qui ont posé leur candidature, mais les problèmes d'organisation sont posés. Et même quand vous faites une analyse comparative de la manière dont les élections se passent chez nous et dans d'autres pays, ne dites-nous pas que aux États-Unis, quand il y a eu des problèmes à l'époque où Bush avait été réélu, que c'est parce qu'il y avait eu beaucoup de... Là aussi, il y a eu des problèmes au niveau de l'élection américaine. On a dû faire le recomptage manuel des voix. Est-ce que, parce que les difficultés arrivent chez nous, qu'il faut absolument limiter le nombre de gens? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il faut s'y prendre à temps, même si l'on a un nombre tel de candidats qui sont là, si on s'y prend à temps, est-ce qu'on ne peut pas résoudre le problème d'ordre matériel, logistique? C'est une question de temps, d'organisation. Il y a la manière de mener le projet. Tout projet peut avoir des difficultés, mais savoir s'y prendre à temps et mettre suffisamment de moyens pour pouvoir résoudre les problèmes d'ordre logistique. En 10 ans de démocratie, la RDC, je crois qu'en toute humilité, ne peut pas se comparer à une vieille démocratie comme les États-Unis, qui de surcroît n'a eu que peu de problèmes d'ordre logistique, comme on a maintenant l'habitude de nous ramener sur cette réélection un peu controversée de George Bush. Je crois qu'en 2 siècles de démocratie, je crois que la RDC ne peut pas se permettre de se comparer avec ces vieilles démocraties. On est en phase d'apprentissage et que le mieux serait d'adapter cette démocratie à notre manière, quitte à évoluer avec. Quand on a 2 siècles de démocratie, on fait des fautes dans l'organisation en recomptant de voix. En 2 siècles, on fait une fois une faute, c'est plus grave même. Pour une vieille démocratie, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est jamais il faut l'admettre. En 2 siècles, vous faites une fois une faute, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Encore, c'est pas la seule faute. Voilà, nous avons clos ce dossier de rapport final. Je crois que, mesdames et messieurs, devez lire ce rapport final pour que les élections provinciales et ceux qui suivent soient en tout cas faites dans de très bonnes conditions. Le deuxième thème de cette semaine, c'est guerre pour la
primature. Vous le savez, mesdames et messieurs, la course à la primature bat son plein. Vraiment, c'est un sprint de 100 mètres. Je crois qu'on est, on est à la dernière minute. Vraiment, tout le monde se bat pour ce poste de la primature. Alors, la première question revient à notre experte maison, Madame Élisée Oudia. Alors, pour vous, Madame Élisée Oudia, le poste de Premier ministre est-il un poste technique ou politique? Ouf, question assez difficile dans un pays où on ne sait pas, ça peut basculer dans tous les sens. Mais je crois qu'au regard des dernières élections, là c'est un avis tout à fait personnel, je crois que le poste devrait être plus technique que politique. On a eu, tout le monde aujourd'hui s'est résolu à accepter, à dire que les élections ont été tellement controversées que la classe politique congolaise ne peut pas se permettre aujourd'hui de réclamer quelque chose du prochain ou de dresser un profil d'un Premier ministre qui sorte de tel ou tel camp. Oui, de sorte de tel ou tel camp. Je crois que c'est plus un poste, moi je pencherais personnellement, ça c'est un avis tout à fait personnel. Monsieur Goulou, c'est un poste technique ou politique? Il est les deux en même temps, parce qu'il est technique. Pourquoi? Le Premier ministre doit savoir constituer une équipe qui va gérer les dossiers du politique, de l'économie, de la culture, du social. Donc il doit avoir des hommes qui savent donner les grandes orientations en matière de politique intérieure, d'économie, de société, des hommes qui doivent être entourés des conseillers. Donc cette dimension-là, elle est technique, des hommes qui doivent savoir résoudre les différents problèmes qui se posent au niveau du pays, le problème sécuritaire, le problème de consommation, le problème de contrôle des prix. Ça, c'est des questions tout à fait techniques. Et là, il faut des hommes techniques qui doivent être autour de cet homme-là qui est le Premier ministre. Mais la dimension politique de ce poste, elle est laquelle cette dimension? C'est-à-dire que la personnalité qui doit être nommée, il doit provenir d'une famille politique, la famille politique qui est celle qui est majoritaire au niveau du Parlement. Et cet homme-là doit conduire la politique qui est celle de la personnalité qui a été élue. C'est un Premier ministre qui dépend d'une famille politique qui est à la tête d'un homme qui a été élu par tous les Congolais au suffrage universel direct. Donc voilà la dimension politique. Il doit conduire une politique d'une nation. Il doit savoir gérer les différentes sensibilités, non seulement de sa famille politique, mais également de l'opposition. N'oubliez pas qu'en répondant aux questions techniques, mais il a également à gérer la dimension politique, l'opposition qui est là, et qui doit savoir gérer en même temps les dossiers avec la majorité. Et comme vous le savez, la législature qui vient de se terminer, les gens de l'opposition au niveau du Parlement, par exemple, ils géraient des commissions. Et pour pouvoir mettre des gens là-bas, il faut savoir négocier. Et c'est l'homme politique, le Premier ministre, qui doit être en mesure de savoir transmettre les dossiers, non seulement à sa propre majorité, mais également ceux de l'opposition. Les dossiers concernent par exemple la gestion de son équipe gouvernementale. Donc les deux dimensions se retrouvent en cet homme-là. Vu ça, M. Ambroise Mamba, le Premier ministre n'est pas du tout indépendant alors? Bon, d'abord, je n'ai pas répondu comme eux. Je pense que par rapport, il faut savoir faire la part des choses. Poste technique ou politique? Le poste de Premier ministre est totalement politique. Ça, c'est la nature du poste. Il faut faire une différence entre la nature du poste et les profils de celui qui occupe le poste. C'est-à-dire par rapport à la nature elle-même, c'est un poste totalement politique. Ultra politique. En fait, on n'empêche pas à un technocrate d'occuper un poste politique. Donc le poste du Premier ministre est totalement politique. Ça veut dire maintenant que la majorité qui parlementaire doit choisir maintenant par rapport au profil. Il est préférable d'avoir un technocrate qui peut occuper un poste politique. Je pense que par rapport à ça, on va bien répondre à toutes les questions qu'a soulevé Benjamin tout à l'heure pour dire, et quand il s'agit des questions techniques, là, ces technocrates ne va pas se poser problème. Là, effectivement, il y aura également une certaine tactique politique pour ne pas décevoir la personne qui l'aura placé là-bas, notamment le chef de l'État, parce qu'il a gagné les élections, il est nommé par un chef de l'État. Voilà pourquoi j'ai dit que le poste est totalement politique. Mais par rapport à la question de savoir si il ne va pas être dépendant ou non, la plus grande question ici, c'est que les prérogatives du Premier ministre sont constitutionnelles. Et là, il définit la politique du gouvernement en collaboration avec le chef de l'État. C'est là qu'effectivement, ils doivent se mettre d'accord pour savoir ce qu'ils doivent faire pendant 5 ans. Et chaque fois quand on élabore un budget national par rapport à l'année, et là, on se fixe par rapport aux priorités, sur le plan social, sur le plan des investissements, ainsi de suite, pour ne pas décevoir
avoir cette population qui attend toujours ça. Mais par rapport à la guerre, puisque vous avez parlé de la guerre, c'est les plus Puisque là, je cite d'ailleurs les propos de M. Bochab, écrits dans un des journaux de la place. Bochab dit non au partage équitable et équilibré du pouvoir. Vainqueur des législatives, nous ne devons pas nous laisser distraire par la crise politique, cette nouvelle pilule magique brandie par l'opposition pour exiger sa part du moi, je lui donne Donc, selon vous, Évariste Bochab a raison de dire que non, l'opposition n'a pas droit à la primature. Je me dis, l'analyse que je fais de cette situation, je dis l'opposition, en acceptant d'intégrer l'Assemblée nationale, doit se soumettre aux règles, aux lois de la démocratie. Donc, elle doit rester dans l'opposition. C'est que je voulais dire, l'opposition reste dans l'opposition, ça c'est un. De deux, on revient, c'est-à-dire l'opposition n'a pas réclamé quelque chose de futur gouvernement. Non, à mon avis. Le fait d'avoir accepté, ceux qui ont refusé les élections, on les a vus, ils ont annulé les élections, ils sont chez eux. Mais ceux qui ont intégré l'Assemblée nationale, donc ils ont décidé de se plier aux exigences de la démocratie. Et l'une des exigences de la démocratie, c'est de respecter la majorité en place qui doit former le gouvernement, ça c'est de 1. Donc que l'opposition garde et joue son rôle dans l'opposition. Et de l'autre côté de la majorité, on se trouve aussi en face de deux camps, si on peut dire. Un camp qui dit, dans la majorité, il faut relever une chose, personne n'a eu la majorité aussi. Au sein de différents partis de la majorité, personne ne peut aujourd'hui aussi exiger quelque chose que ce soit, parce que personne n'a réussi, de tous les partis de la majorité, à avoir la majorité parlementaire. Alors ce qu'il faut faire au niveau de la majorité, c'est de composer avec les autres partis. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, rien contre le président du PPRD, mais je me dis qu'il serait Mais ils ont le nombre élevé de députés à l'Assemblée nationale. Mais vous n'avez pas la majorité. Avoir le nombre élevé, oui, ça peut vous donner accès à beaucoup d'autres privilèges, mais ne réclamez pas aussi quoi que ce soit sans pour autant passer par un consensus au sein de votre plateforme, la majorité présidentielle. Ça, et puis si on revient au dernier propos de l'informateur, au cours de son point de presse, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à l'ouverture politique? C'est-à-dire, en consultant la majorité, par rapport à l'ouverture politique prônée par le chef de l'État, l'informateur a relevé que la majorité disait laisser cette affaire à l'appréciation du chef. Donc, on ne soit pas étonné. Donc, tout cela, nous nous en remettons au chef de l'État. L'opposition, majorité, celui qui a eu le plus grand nombre de députés, tous disent s'en remettre au chef de l'État. C'est à lui d'apprécier. Alors, moi, à la longue, je me dis, on ne serait pas étonné que le chef choisisse qui il veut, qu'il soit du côté de l'opposition, qu'il soit du côté de la majorité, mais là, le chef a les mains libres pour choisir la personne. Pour vous, M. Benjamin Yogolo, la primature revient-elle au PPRD? Bon, disons que, comme a dit ma consoeur, il y a les textes qui régissent la République, il y a la majorité parlementaire d'où doit provenir le Premier ministre. Quand on se réfère au texte, naturellement, c'est le parti qui a le plus de députés nationaux qui aurait dû donner le Premier ministre, comme ça s'est fait sous d'autres cieux, dans des régimes notamment semi-présidentiels. Qui a plus de députés ou qui a la majorité? Il y a nuance. Qui a la majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire s'exprime à travers le nombre des députés, naturellement. Mais selon, comme l'a dit Madame Élisée Odia, aucun parti de la majorité n'a eu la majorité. Oui, elle a eu la majorité, mais nous savons, comme elle a si bien dit, que c'est le PPRD qui a le plus de députés. Donc, naturellement ça aurait dû revenir au PPRD. Mais il y a la dimension politique, comme on le dit, et le PPRD doit tenir compte de ça. Et moi, je me rappelle que le chef de l'État lui-même avait parlé d'une certaine ouverture. Il n'avait pas été explicite, mais je me dis qu'aujourd'hui, est-ce que l'on n'a pas intérêt à revoir ce que le propos du président de la République, et voir si en fin de compte, on ne sera pas obligé d'élargir à une certaine majorité, comme Kengo l'a dit. Parce que quand vous regardez les recommandations de l'Union européenne, quand vous regardez tout ce qui s'est dit autour de la gestion du pouvoir dans notre pays, visiblement les partenaires extérieurs, ils voudraient qu'il y ait une certaine ouverture, que notamment les gens de l'opposition participent à cette gestion-là, pour pouvoir bénéficier, entre autres, de la... Mais chez eux, ça ne se fait pas. Pourquoi ils nous obligent, nous, à le faire? Oui, nous sommes faibles. Financièrement, nous sommes faibles. Matériellement, nous n'avons pas les moyens qu'il nous faut pour pouvoir nous conduire comme il se doit. Et vous savez que la main qui donne a toujours un pouvoir sur la main qui reçoit. Donc, on doit tenir compte de la donne partenariat bilatéral. Et si nous en tenons simplement à nos réalités, à nous ici, la conséquence sera que le pouvoir qui va être le nôtre ne sera pas géré la gestion avec les bilatérales.
le Fonds monétaire international, l'Union européenne, ils continuent à être parmi nos principaux partenaires. Si on s'en tient à notre logique, ok, c'est bien de respecter toutes nos institutions. Mais je me dis que l'ouverture, là, nous avons vraiment intérêt à y faire attention. Et quand un homme comme Kengo dit des choses, on doit tenir compte de ça. J'ai suivi l'informateur dire qu'effectivement, on ne va pas en tenir compte de tout ce que les autres disent, genre les personnalités comme les Kengo. Mais la donne extérieure, si on la néglige, elle va nous coûter très cher. Et Mobutu, l'histoire politique récente du pays, de 60 jusqu'à aujourd'hui, elle nous a démontré que ce que les Occidentaux veulent, ce que nos partenaires bilatéraux, multilatéraux veulent, influe sur la gestion de ce pays. Donc, on doit en tenir compte. Et je crois que le président a été prudent en parlant d'ouverture. Et cette ouverture-là, elle doit se concrétiser par l'implication suffisante des hommes de l'opposition dans la gestion. Monsieur Ambroise, avant de clôturer. Effectivement, je voudrais un peu réagir par rapport à ce que Bochab a dit. Évariste Bochab s'est adressé à l'opposition et non à la majorité. Si Évariste Bochab a parlé en ces termes, il s'est adressé effectivement à l'opposition, notamment à Léon Kengo. Je vous ai parlé autrefois des appétits gloutons de Léon Kengo qui est parti avec une idée qu'on puisse dégager une nouvelle majorité, et la majorité présidentielle avec la majorité de l'opposition. Ça, c'était vraiment les appétits gloutons de Léon Kengo. C'est à cela qu'Évariste Bochab a répondu. Là, je lui donne totalement raison parce que il y a une majorité qui s'est dessinée, qui a été dégagée. Même si aucun parti politique n'a obtenu la majorité absolue et avoir 251 députés à l'Assemblée nationale, mais on sait qu'il y a eu une plateforme, une plateforme qui regroupe beaucoup de partis politiques, qui a la majorité absolue, c'est la majorité présidentielle, qui s'est d'ailleurs muée en partie en majorité parlementaire. Dès lors qu'elle s'est muée en majorité parlementaire, il n'y a plus de débat, ça veut dire que le Premier ministre viendrait ipso facto de la majorité présidentielle. Mais cela peut donner la chance au PPRD parce qu'on sait qu'au sein de la majorité présidentielle, le PPRD a plus de députés par rapport à d'autres députés. C'est vraiment un combat légitime pour le PPRD de pouvoir espérer la primature. Mais si le chef de l'État ne lui donne pas la primature, on ne peut pas non plus le lui reprocher. Le PPRD peut se contenter des autres postes qu'il pourrait avoir au sein du portefeuille de l'État. Mais par rapport à l'esprit d'ouverture du chef, ici, moi, je voudrais tranquilliser les gens de l'opposition parce que là, l'opposition doit s'assumer, doit assumer son choix pour qu'il y ait effectivement un contre-pouvoir. Mais quand tous les tout le monde veut être dans le gouvernement, au sein du gouvernement, là, on fera erreur. Il n'y aura pas de contre-pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, nos budgets nationaux ne vont pas bénéficier d'un débat un peu aussi objectif. Et là, effectivement, je ne voudrais pas qu'on puisse se nourrir des illusions par rapport à l'esprit d'ouverture parce que les contextes dans lesquels le chef de l'État avait prononcé son discours vraiment est connu, ce contexte est connu. Et s'il faut effectivement concrétiser cet esprit d'ouverture, je ne pense pas que c'est en donnant la primature à l'opposition, c'est peut-être en lui donnant certains postes ministériels, mais pas la primature à l'opposition. Et là, on va faire erreur par rapport à la Constitution. Et là, la majorité présidentielle sera frustrée. Ce sera le début d'une crise terrible. Ok. Nous prenons maintenant le tout dernier thème, c'est la situation au Kivu. Comme vous le savez, ces derniers temps, il y a des armes qui crépitent de plus belle au sud Kivu. Et la situation qui a fait dégénérer cela, c'est l'extradition probable de Bosco Ntaganda. Alors, Madame Élisée Odia, pourquoi est-ce que le gouvernement hésite aujourd'hui à livrer Bosco Ntaganda à la CPI? Vous parlez d'un général de l'armée congolaise, c'est normal. Bosco Ntaganda, et depuis, il ne fait plus partie du CNDP. Il est maintenant général de l'armée, de forces armées congolaises. Donc, c'est normal pour moi que je sente qu'il y ait ces hésitations. Mais à l'époque, je me rappelle, quand on a eu à poser la question au porte-parole du gouvernement, il nous avait donné ses raisons. C'est-à-dire sauvegarder la cohésion, l'unité dans cette partie du pays. Mais quelques années plus tard, des mois sont passés, on se dit, est-ce que la raison reste valable? Et face on a vu que même le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge est venu avec ce même message. Avec le message que non, qu'on exigeait maintenant que Bosco Ntaganda soit transféré. Mais on dit, mais est-ce que ça vaut encore la peine de continuer comment dire, à sauvegarder ou à commencer à protéger encore Bosco Ntaganda? Parce qu'après tout, il n'y a pas la paix au sud. Au risque de se mettre à dos toute la communauté internationale. C'est ça, ce sont les questions, je me dis, importantes que le gouvernement doit se poser. Nous sortons des élections, il faut le dire, je reviens encore sur cela, un peu controversé.
De surcroît, cette communauté internationale commence à des certaines exigences. On se dit, à l'étape actuelle des choses, est-ce que le gouvernement, la classe politique congolaise a intérêt à mettre à dos la communauté internationale. Alors, Bosco Ntaganda, la CPI, c'est faisable? Je crois que c'est faisable. Ça dépend de la volonté qui est la nôtre, nous en tant que Congolais, le gouvernement. Parce que je me dis aujourd'hui... Est-ce qu'il n'exerce pas une sorte de chantage sur le gouvernement? Oui, puisqu'on on est en train d'apprendre qu'il est en train de réunir ses troupes, il est en train de former. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Ce n'est pas une forme de chantage au gouvernement congolais. Il le fait déjà. Il s'est regroupé avec ses hommes dans le Massissi et le Rutshuru. Il y a même des hommes à lui, certains FRDC qui sont dans le sud Kivu. À Baraka, il y a eu des tirs. Nous avons appris ça hier. Et des hommes qui veulent le rejoindre dans le nord Kivu pour constituer un groupe suffisamment armé et opposer une résistance farouche au FRDC. Moi, je crois que les FRDC, peuvent l'encercler, le neutraliser et l'extraire, lui, en tant que chef, et l'envoyer à la CPI. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la donne internationale, la donne coopération bilatérale et multilatérale pèse sur notre gestion du pays ici. Quand nous nous opposons, quand nous ne faisons pas allégeance à certaines, ma consoeur parle d'exigence, enfin je voudrais plutôt parler en termes de recommandations, parce que c'est trop fort. Je crois que cette recommandation-là, on doit en tenir compte, de répondre à certaines aspirations, à certaines demandes de recommandations des milieux occidentaux, dans la mesure où le monde aujourd'hui, c'est un monde qui est devenu un village planétaire, pour reprendre l'expression des communicologues. Nous ne pouvons pas gérer ces pays sans l'apport des institutions des Fonds monétaires internationaux, sans l'apport des États-Unis, de la France, de la Belgique. La CPI aujourd'hui joue un rôle. Et nous sommes partie prenante de cette institution-là. Maîtrisons Ntaganda, prenons-le, quitte à savoir gérer les militaires qui sont autour de lui. Et cette sécurité, elle ne doit pas nous échapper. C'est pas parce qu'il a 5000 hommes autour de lui que le pays ne peut pas être en mesure, avec tout le nombre de militaires que nous avons, ne peut être en mesure de gérer cet espace que Ntaganda contrôle aujourd'hui dans le Massissi et dans le Rutshuru. Monsieur Ambra, c'est encore la faiblesse du gouvernement congolais. Effectivement, c'est de ça dont je voulais parler. Ça veut dire que Bosco Ntaganda a compris son partenaire. Je l'appelle le partenaire de Bosco Ntaganda à l'État congolais. Pourquoi il est son partenaire depuis 2009? L'État congolais a signé, le gouvernement congolais bien entendu, a signé des accords de paix avec Bosco Ntaganda en 2009 à Goma. Et Bosco Ntaganda a compris la faiblesse de son partenaire. Voilà pourquoi il fait du chantage. Il réunit ses militaires, ses hommes, effectivement pour essayer de s'aimer la terreur. Comme ça, son partenaire qui est toujours faible va refuser de le livrer. Parce que vous allez vous rappeler que ce mandat d'arrêt, il est... Ça court toujours, le mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda. Naturellement. La CPI réclame Bosco Ntaganda, mais le gouvernement congolais ne veut toujours pas le livrer au nom de la paix. Et il a raison, le gouvernement congolais, de dire au nom de la paix. Je ne vais pas terminer pour faire cette paix-là, maîtrisant cet homme. Nous avons suffisamment des hommes armés, nous avons du matériel, nous avons la technologie pour pouvoir le localiser, l'entourer et l'extraire là-bas. Moi, je ne vois pas les FRDC être incapables de maîtriser 5000 hommes. Nous avons combien de militaires dans les FRDC? La question a été posée en 2009, effectivement, quand Bosco Ntaganda s'aimait la terreur avec son Laurent Nkunda avant qu'il ne puisse se révéler à son chef. Mais la question a été posée, la force des FRDC à l'époque, je pense que Bosco Ntaganda l'avait bien compris, mais ici, effectivement, il faut aussi savoir bander les plaies de toutes ces victimes, des atrocités de Bosco Ntaganda qui a été complice à Thomas Lubanga, ainsi de suite. Là, les victimes attendent aussi attendent réparation, qu'il réponde de ces actes. Et sur ce plan-là, vous avez dit tout à l'heure que par rapport à la coopération bilatérale, multilatérale, la RDC a à répondre, effectivement, à la communauté internationale. On ne peut pas protéger un type comme ça qui était autrefois rebelle. Et là, je pense qu'il a peut-être compris que le gouvernement ne va pas continuer à les sécuriser. Voilà pourquoi il essaie de s'organiser pour dire au gouvernement, écoutez, si vous essayez de me prendre, voilà comment je veux réagir pour qu'effectivement... Oui, madame je vais rebondir, je dis cette situation dans le Kivu vient mettre en exergue, je crois, même la fragilité de forces armées de la République démocratique du Congo. On a une preuve que l'armée est plus constituée des milices, au fait.
La preuve, on a parlé du mixage, expliquez-vous on a un parlé... peu. Non, je me dis, c'est l'impression, que moi je parle que d'une impression. On parle maintenant d'une frange. N'oubliez pas, on a parlé de mixage de l'armée, on a brassage, parlé de brassage et tout. Mais maintenant, là que Bosco, moi je parle d'un général de l'armée. Bosco Tangana, qu'on le veuille ou pas, fait partie de forces armées de la République démocratique du Congo. Et curieusement, c'est ce même Bosco Tangana qui se retrouve à Massissi avec un groupe de gens qui également font partie des forces armées de la République démocratique. Alors là, ça met en exergue, c'est-à-dire l'échec de tout ce qu'il y a eu comme brassage, comme tout ce qu'il y a eu comme non, nous avons plutôt ça des vient de faiblesses. relever Paulette, la c'est des fragilité faiblesses de- dans la gestion de notre armée, mais on ne peut pas parler des milices parce que depuis 2003, il y a eu le rassemblement de différentes forces et les différents groupes qui constituaient l'armée gouvernementale, le MLC et les autres. Aujourd'hui, on ne peut pas parler en termes de milices, non. Nous avons une armée, c'est vrai qu'il y a des faiblesses, mais cela démontre aussi que cette armée, elle est là parce qu'il y a eu maîtrise des troupes qui se rebellent. À Baraka, je vous l'ai dit, lui-même, Ntagada n'a pas osé faire ce qu'il fait. Dans le centre de Goma, il s'est retiré plus tôt dans la forêt et on est en train de se réorganiser pour voir comment est-ce qu'on peut le neutraliser. par rapport En dépit des difficultés, des faiblesses sociales des FARDC, moi je crois que c'est une armée qui est en pleine reconstitution et renforcement. Bon, peut-être que le résultat final n'est pas encore obtenu, mais parlant en termes de milice, je crois que c'est un peu fort. Il y a un peu de pertinence dans ce qu'Élysée relève tout à l'heure par rapport au mixage et au brassage. Parce que là, il ne fallait pas permettre à Bosco Tanganda de Le pas CNDP continuer. avait refusé à l'époque et ses militaires... J'ai l'impression que Paulette ne peut pas me laisser parler. Et brassage, parce qu'on m'a dit que le temps est fini. Effectivement, je voulais terminer en une minute. En fait, je voulais dire qu'effectivement, le terme brassage, le concept a été évoqué bien avant. Et là, c'était une possibilité, ou bien on mettait en difficulté les chefs rebelles à avoir toujours les contrôles sur leurs hommes. Et on est passé outre pratiquement, on parlait vraiment du mixage. Et là, effectivement, Bosco Tanganda, les nouvelles qui nous provenaient de l'Est, on fait état, c'est des hommes qui étaient toujours sous son contrôle. Et là, il assure, encore une fois de plus, c'est réorganisé. Le projet Voilà, je crois que... de faire notre armée, une armée unique est en cours, il n'a pas encore peut-être pris fin. Voilà. Ouais. Mesdames et messieurs, entre journalistes, vous comprenez, chacun va avoir le dernier mot. Voilà, c'est la fin de ce web press pour cette semaine. J'avais le réel plaisir de recevoir Benjamin Yogolelo de La Colombe, Élisée Odia, Congo Web Télévision et Ambroise Mamba, Congo Web Télévision. Merci de nous être fidèles. On vous retrouvera la semaine prochaine pour décortiquer encore d'autres thèmes d'actualité. Restez branchés sur les programmes de Congo Web Télévision, la télévision haute définition. Au revoir.